Vous devez prendre le commandement de votre vie, et cela commence par une décision ferme. Lorsque les obligations, les pensées, les sentiments et les attentes s'accumulent, apparaît cette pression étouffante, comme si tout avait échappé à votre contrôle. Mais ce n'est pas de la faiblesse, ni un signe de défaite. C'est simplement le signe qu'il est temps de s'arrêter, de respirer et de retrouver le chemin. C'est à ce moment-là que le stoïcisme devient votre arme la plus puissante. Mettre de l'ordre dans sa vie va bien au-delà d'organiser sa routine. C'est aligner l'esprit et le cœur. C'est choisir de manière consciente et non négociable qui vous êtes et ce que vous êtes venu accomplir ici. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de plus de pression. Vous avez besoin de stratégie, de fermeté d'esprit et d'une clarté absolue sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 stratégies stoïciennes, capables de transformer véritablement votre manière de penser, d'agir et de vivre. Non pas en théorie, mais de façon pratique, réelle et profondément transformatrice. Si c'est le tournant que vous attendiez, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui je mets de l'ordre dans ma vie comme un stoïcien ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une promesse que vous vous faites à vous-même, le signe de quelqu'un qui en a assez du désordre et qui est prêt à reprendre le contrôle. Et avant que nous commencions la première stratégie, aimez, partagez et abonnez-vous pour que ce message atteigne d'autres personnes qui recherchent également la clarté. Commençons. Numéro 1. Faites toujours circuler votre énergie. Avez-vous déjà eu la sensation d'être entouré de trop de choses, tout en vous sentant vide à l'intérieur, comme si tout autour de vous était lourd, confus, désordonné, et que cela vous laissait sans énergie, sans concentration, sans direction? Pensez à votre armoire, pleine de vêtements que vous ne portez même plus. Chaque fois que vous ouvrez la porte, la vision est celle du désordre. Et ce désordre extérieur commence aussi à perturber votre esprit. Maintenant, imaginez ouvrir cette même armoire et n'y voir que l'essentiel, des vêtements que vous aimez, qui vous vont, qui ont un sens. Vous sentez la différence? La légèreté, la clarté, la paix. Le problème de l'accumulation ne réside pas seulement dans le manque d'espace. Il est dans le poids invisible que cela impose à votre esprit. Une étude de l'Université de Californie l'a prouvé. Les environnements désorganisés augmentent le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, plus vous accumulez de choses, plus votre esprit se sent menacé, fatigué, surchargé. Épictète disait « Un homme ne peut perdre que ce qu'il possède ». Cette phrase paraît simple, mais elle porte un avertissement puissant. Le véritable problème ne réside pas dans le fait de perdre quelque chose. Il réside dans la peur constante de perdre, et cette peur naît de l'attachement. De l'illusion que vous avez besoin de tout cela pour être quelqu'un, pour avoir de la valeur, pour vous sentir en sécurité. Mais dites-moi sincèrement, si demain vous perdiez la moitié de ce que vous possédez, votre vie serait-elle vraiment pire? Ou auriez-vous simplement moins de désordre à gérer? L'accumulation est comme un sac à dos rempli de pierres. Vous pouvez encore marcher, mais à chaque pas, le poids freine votre corps et étouffe votre volonté. Et il ne s'agit pas seulement de choses matérielles. Parfois, ce que vous devez le plus lâcher, c'est un tiroir émotionnel, des relations expirées, des promesses qui n'ont plus de sens, ou des identités anciennes qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Le minimalisme, ce n'est pas vivre avec peu, c'est vivre avec ce qui a du sens, c'est choisir la clarté à la place de l'excès. C'est remplacer la stagnation silencieuse par une action symbolique qui vous rend le pouvoir de recommencer. Et vous pouvez commencer aujourd'hui. Prenez un sac, choisissez un tiroir, un coin de votre maison, et demandez-vous, cela représente-t-il encore qui je suis? Ou cela ne fait-il qu'occuper de l'espace? Si la réponse est non, libérez-vous-en. Donnez, vendez, recyclez, remerciez et continuez. La pratique d'aujourd'hui est simple, mais transformatrice. Retirez de votre vie quelque chose qui ne vous sert plus, pas pour vider, mais pour faire de la place pour la clarté, pour la présence, pour vivre plus légèrement. Et si cela a éveillé quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de faire de la place dans ma vie ». Parce que lorsque vous laissez aller ce qui est superflu, votre esprit respire, votre énergie revient, et vous redécouvrez le pouvoir d'avancer avec moins de bagages et beaucoup plus de liberté. Numéro 2. Le pouvoir du pardon. Garder de la rancune, c'est comme tenir un charbon ardent, en espérant que l'autre se brûle. Au début, vous croyez que vous vous protégez,
que maintenir cette douleur vivante va vous donner une forme de force ou un sentiment de justice. Mais à chaque souvenir amer, à chaque pensée de vengeance, c'est comme si vous serriez ce charbon encore plus fort, et le seul à être brûlé, c'est vous. Avec le temps, vos mains deviennent si blessées que vous n'arrivez plus à tenir quoi que ce soit en paix. Et le pire, c'est que cette prison se construit à l'intérieur, mais vous vivez comme si c'était la faute de quelqu'un d'autre. Pardonner, ce n'est pas caresser dans le sens du poil celui qui a mal agi. Cela ne veut pas dire que ce qui s'est passé était juste, ou que vous devez à nouveau fréquenter cette personne. Cela signifie que vous lâchez le charbon. Cela signifie que vous choisissez de vous libérer. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à ton ennemi. Quand vous pardonnez, vous ne libérez pas l'autre de sa responsabilité. Vous vous libérez de la prison émotionnelle que le ressentiment a construite en vous. » Je l'ai déjà vécu il y a des années. J'ai eu un grave différend avec quelqu'un que je considérais comme un frère. Je me suis senti trahi et cette douleur a commencé à envahir chaque recoin de mon esprit. Après avoir nourri cette rancune pendant longtemps, j'ai décidé d'écrire un message. J'ai présenté mes excuses pour ce que j'aurais pu faire de mal et j'ai laissé la porte ouverte à une conversation sincère. La réponse est venue froide, sur la défensive, le genre de réaction qui aurait pu rallumer le ressentiment. Mais à ma grande surprise, quelque chose a changé en moi. Je me suis senti léger. Le poids que je portais a disparu, car j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. J'ai accepté que je ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagissent, je peux seulement contrôler la façon dont j'agis. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Vous croyez vous protéger, mais en réalité, vous vous empoisonnez goutte après goutte. Et lorsque vous faites la paix, même si l'autre ne répond pas, vous brisez la chaîne invisible qui vous relie au passé. Le pardon ne change pas ce qui s'est passé, mais il change qui vous êtes face à cela. L'exercice d'aujourd'hui est le suivant. Pensez à quelqu'un que vous devez pardonner ou à qui vous devez demander pardon. N'attendez pas que ce soit facile, n'attendez pas que l'autre accepte. Faites-le pour vous. Si la personne réagit bien, tant mieux. Sinon, vous aurez quand même la paix de savoir que vous avez fait votre part. Vous ne contrôlez pas le résultat, mais vous contrôlez votre décision de guérir. Et chaque fois que vous choisissez de guérir, vous récupérez un morceau de votre liberté. Si cette leçon a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de lâcher le charbon. Car garder la douleur vous maintient prisonnier, mais lâcher, c'est ce qui vous permet enfin d'avancer. Numéro 3. Choisissez d'être libre, jamais un esclave. Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qui dirigent à votre journée sans que vous vous en rendiez compte? Vous avez l'impression d'être aux commandes, mais certains choix ne sont pas vraiment les vôtres. C'est comme conduire la voiture de votre vie et tout à coup, sentir que le volant commence à tourner tout seul, vous menant vers une destination que vous n'avez pas choisie. C'est exactement ce qu'une dépendance provoque, et ce n'est pas toujours quelque chose de grand. Cela peut être l'impulsion de prendre votre téléphone avant même de vous lever, le besoin de manger un dessert après le déjeuner, même sans faim, ou d'ouvrir une bière chaque soir, jusqu'à ce que l'idée de passer une seule journée sans cela paraisse impossible. Le physicien Richard Feynman a vécu cela lorsqu'en plein milieu d'une journée ordinaire, il a ressenti un désir incontrôlable de boire. Il n'était pas alcoolique, mais cette sensation de ne plus être aux commandes l'a effrayé. Il a compris que l'alcool avait plus de pouvoir sur lui qu'il n'était prêt à l'accepter, et il a décidé d'arrêter. L'ancien président Dwight Eisenhower a traversé quelque chose de semblable. Il fumait compulsivement, 4 paquets par jour. Après une crise cardiaque, son médecin lui a dit qu'il devait arrêter. Sa réponse fut ferme. « Je me suis donné l'ordre d'arrêter. » Ce n'était pas une force de volonté miraculeuse, c'était de la clarté. Il savait que s'il ne décidait pas, la cigarette continuerait à décider pour lui. Les stoïciens enseignent que le véritable pouvoir réside dans la capacité de dire non. Si vous ne pouvez pas résister, vous n'êtes pas aux commandes. C'est l'habitude qui commande. Et le problème ne se trouve pas seulement dans les dépendances évidentes, comme la cigarette, l'alcool ou les jeux d'argent. Il est aussi présent dans ces petites choses du quotidien qui, sans que l'on s'en aperçoive, nous volent du temps, de l'attention et de la liberté. Demandez-vous, de quoi avez-vous l'impression d'avoir besoin pour vous sentir bien? Est-ce le café du matin, le téléphone avant de dormir, le dessert après le déjeuner? Maintenant,
Imaginez ne pas en avoir besoin. Voilà la véritable liberté. Pouvoir faire, mais ne pas dépendre. La solution n'est pas seulement d'abandonner l'habitude, mais de reprendre le contrôle. Commencez par de petits pas. Choisissez une habitude dont vous sentez qu'elle vous contrôle et faites un test pendant les 7 prochains jours. Si vous ne pouvez pas commencer la journée sans café, essayez de réduire à une demi-tasse. Si le problème est le téléphone, laissez-le dans une autre pièce pendant la nuit. Ou si vous l'utilisez pendant la journée, mettez un rappel sur Facebook ou Instagram pour limiter son usage à 30 minutes. Non pas pour vous punir, mais pour rappeler à votre esprit qui commande. Comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Alors répondez, voulez-vous être libre ou rester prisonnier de vos propres désirs? La décision est la vôtre, et le pouvoir aussi. 4. Protégez le territoire de votre esprit. Ce que vous laissez entrer dans votre vie définit la qualité de vos journées. Si vous laissez entrer des déchets, vous ne pouvez pas attendre que quelque chose de bon en sorte. C'est comme remplir un verre d'eau claire avec quelques gouttes de boue, aussi cristalline que l'eau ait pu être. Elle est maintenant contaminée. Beaucoup d'entre nous permettent ce même type de contamination dans l'esprit. Les informations que vous consommez, les profils que vous suivez, les groupes de messagerie remplis de plaintes, tout cela façonne ce que vous ressentez et comment vous pensez. Si vous vous entourez de négativité, de drame, de pessimisme et de chaos, ne soyez pas surpris si votre esprit commence à refléter exactement cela. Marc Aurèle avertissait « Si tu te mêles aux insensés, ne t'attends pas à ce que la sagesse demeure en toi. » Et il avait raison. Garder un contact constant avec des personnes qui vivent dans le désespoir, les ragots et les plaintes, c'est comme essayer de maintenir un bateau à flot pendant que quelqu'un perce des trous dans la coque. Pensez aux dernières fois où vous êtes resté accroché à une vidéo polémique. En êtes-vous sorti plus léger ou simplement plus anxieux? Combien de fois regarder les informations vous a-t-il rendu plus informé ou seulement plus irrité, indigné et préoccupé? Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter du monde ou de couper tous les liens. Mais vous devez être intentionnel quant à ce que vous consommez. Si quelqu'un vous appelle uniquement pour déverser des problèmes et des plaintes, pourquoi continuez-vous à répondre? Si un groupe n'est que réclamation et critique, pourquoi y participez-vous encore? Si une page ne publie que la vie des autres de manière toxique, pourquoi continuez-vous à la suivre et à commenter? Filtrer ce qui entre n'est pas de la froideur, c'est de l'autoprotection. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de qui que ce soit pour protéger votre paix. Vous voulez plus de clarté mentale, d'équilibre et de motivation? Commencez à fermer les bonnes portes, mettez en sourdine les profils négatifs, quittez les groupes qui vous alourdissent, réduisez le temps passé devant les informations sensationnalistes et remplacez cet espace par quelque chose qui vous nourrit vraiment. Un bon livre, une conversation saine, un moment de silence, car c'est simple. Déchets qui entrent, déchets qui sortent. Mais l'inverse est tout aussi vrai. De bonnes influences entrent, de bonnes décisions sortent, et vous avez le contrôle là-dessus. La pratique d'aujourd'hui est la suivante. Pendant une semaine, choisissez au moins 3 sources de négativité et mettez-les en sourdine. Observez l'impact. Et si vous êtes prêt à protéger votre esprit, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de nourrir ma paix ». Parce que la qualité de votre vie est le reflet de la qualité de ce que vous laissez entrer dans votre cœur. Numéro 5. Priorisez l'essentiel, écartez le reste. Dehors, le monde réclame votre attention. Ce sont des messages auxquels répondre, des appels à retourner, des tâches domestiques qui ne se terminent jamais, et les réseaux sociaux qui clignotent comme un phare vous appelant à chaque instant. Et au milieu de tout cela, il y a encore vos rêves. Silencieux qui vous attendent, mais toujours plus lointains, parce que votre esprit reste occupé par des choses qui n'ont aucune importance. Le stoïcisme nous rappelle que cette sensation n'est pas nouvelle. À l'époque des stoïciens, il n'y avait pas de téléphone portable, mais il y avait la même surcharge. Des obligations sociales interminables, des travaux exigeant toute la journée, et une pression constante pour survivre. Le problème n'a jamais été la quantité de tâches, mais le manque de clarté sur ce qui est vraiment essentiel. Marc Aurèle se demandait « Est-ce essentiel ?» La plupart des choses que nous faisons et disons ne le sont pas. Et lorsque vous éliminez ce qui n'est pas essentiel, ce qui compte devient plus clair et plus facile à gérer. Faire moins n'est pas de la paresse. C'est de l'intelligence.
c'est comprendre que chaque oui que vous donnez à ce qui est inutile est un non à votre paix, à votre énergie et à ce qui vous fait réellement avancer. Sénèque disait déjà que l'amour pour l'agitation n'est pas de la productivité, c'est une inquiétude de l'esprit. Beaucoup vivent comme s'ils couraient sur un tapis roulant. Ils dépensent de l'énergie, mais ne vont nulle part. La question est, avec tout ce que vous faites aujourd'hui, qu'êtes-vous vraiment en train de construire? Regardez vos dernières semaines. Combien d'engagements avez-vous acceptés par pure obligation? Combien de dépenses avez-vous faites pour céder à une pression sociale? Si la moitié de cela disparaissait, le monde en ressentirait-il le manque? Vous, en ressentiriez-vous le manque? Pensez à cet exemple courant. La personne qui veut améliorer sa vie, mais reste prisonnière du cycle de l'agitation et de la consommation. Elle travaille dur, fait des heures supplémentaires, mais chaque mois son salaire s'évapore et ce n'est pas par manque d'effort, c'est par manque de priorité. Elle change de téléphone avant que ce soit nécessaire, commande des plats préparés plusieurs fois par semaine, change de voiture sur un coup de tête. Et tout cela enlève de l'espace, de l'énergie et des ressources à ce qui aurait vraiment de l'importance. Un investissement, un fonds de sécurité, une formation qui pourrait changer sa carrière. Dire non n'est pas être impoli, c'est être libre. Vous n'avez pas besoin de tout justifier, un simple « non merci » protège déjà votre temps et votre concentration. Et chaque « non » au superflu est un « oui » à ce qui construit votre vie. La pratique d'aujourd'hui est la suivante. Choisissez 3 choses que vous faites ou achetez sans réelle nécessité et réduisez-les de moitié au cours des 7 prochains jours. Observez comment cela libère du temps, de l'énergie et de la clarté. Et lorsque vous verrez les résultats, vous comprendrez que faire moins, c'est en réalité vivre plus. Numéro 6. Apprenez à dépoussiérer votre esprit. Avez-vous déjà remarqué comme la journée vous alourdit peu à peu? Le matin, vous vous réveillez bien, léger, avec la sensation que vous pouvez affronter le monde. Mais lorsque la nuit tombe, c'est comme si vous portiez sur vos épaules le poids de 1000 choses. Le stress du travail, cette discussion qui est apparue de nulle part, un commentaire irritant sur les réseaux sociaux, tout cela s'accumule comme une fine couche de poussière qui, sans que vous vous en rendiez compte, commence à vous recouvrir entièrement. La vie est ainsi. Vous vous levez propre, mais vous terminez la journée salie par les émotions. Et tout comme le sol de votre maison doit être balayé chaque jour, votre esprit a aussi besoin d'un rituel pour se débarrasser de ce poids invisible. Marc Aurèle disait qu'il était essentiel de laver la poussière de la vie terrestre. Et il ne parlait pas de prendre une douche, il faisait référence à quelque chose de plus profond, nettoyer l'esprit des tensions, des frustrations et de l'excès que le monde déverse sur nous. Réfléchissez à cela. Vous êtes-vous déjà senti plus léger après une simple promenade? Ou avez-vous déjà éteint votre téléphone pendant 1 heure, gardé le silence et constaté que votre esprit semblait plus clair? Ces petits gestes sont comme passer un chiffon humide sur la vitre de la conscience. Soudainement, vous recommencez à voir avec netteté. Les anciens stoïciens le comprenaient. Socrate se détendait en jouant de la musique et en s'amusant. Sénèque appréciait les repas tranquilles et les conversations profondes comme moyen de restaurer l'équilibre intérieur. Aujourd'hui, vous pouvez le faire avec une séance d'entraînement à la salle, une prière avant de dormir, une longue douche après une journée difficile, ou même une bonne conversation avec quelqu'un qui vous écoute vraiment. Ces pauses ne sont pas un luxe, elles sont un entretien. L'erreur, c'est de penser que ce nettoyage ne se produit que dans des moments spéciaux, vacances, retraites, paysages de cartes postales. Non, le monde ne cessera pas de vous recouvrir de poussière. C'est pourquoi le nettoyage doit être quotidien, simple et possible dans votre propre routine. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui, pour vous, équivaut à ouvrir les fenêtres de votre esprit? Est-ce le silence du matin pendant que vous prenez votre café? Est-ce l'entraînement qui vous fait transpirer et vider la tête? Est-ce la lecture d'un bon livre? Ou est-ce de vous asseoir seul et simplement respirer profondément? L'important, ce n'est pas comment, c'est que ce soit constant. Car, sans ce nettoyage quotidien, même l'esprit le plus fort accumule du poids jusqu'à se briser. La pratique d'aujourd'hui est la suivante. Choisissez un rituel simple qui nettoie votre esprit et engagez-vous à le faire chaque jour, même si ce n'est que pendant 5 minutes. Si nécessaire, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je nettoie mon esprit ». Car un esprit clair ne voit pas seulement mieux, il décide aussi mieux.
Et lorsque votre vision devient limpide, votre chemin le devient également. Numéro 7. Recommencez à regarder la vie avec légèreté. Avez-vous déjà remarqué comment, après une douche chaude ou une promenade en plein air, votre esprit semble plus léger? C'est comme si la fatigue de la journée était lavée avec l'eau, et ce nettoyage n'est pas seulement physique. Il est mental, il est émotionnel, c'est comme si, pendant quelques minutes, le poids du monde quittait vos épaules. Mais la vie moderne nous enferme dans un cycle étouffant, du lit au téléphone, du téléphone au travail, du travail aux embouteillages et des embouteillages au lit. Une succession d'espaces fermés et bruyants qui effacent peu à peu la sensation que nous sommes vivants. Et c'est pour cela que souvent, nous sentons qu'il manque quelque chose, parce qu'il manque réellement quelque chose. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour vivre uniquement entre écrans, notifications et murs. C'est comme essayer de respirer dans un endroit sans air. Mais quelque chose change lorsque vous sortez de ce cycle, lorsque vous décidez de faire une promenade sans hâte, de sentir le soleil sur votre peau, d'écouter le bruit des arbres qui se balancent avec le vent. Ce contact avec la simplicité purifie l'esprit d'une façon qu'aucune méditation guidée ne peut reproduire. Je me souviens d'un après-midi où je suis sorti marcher sans destination. Au début, cela semblait juste une fuite de la routine. Mais, après quelques minutes, j'ai commencé à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Le chant des oiseaux, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, le souffle doux du vent sur mon visage. Quand je suis rentré à la maison, je me suis senti différent, plus léger, plus centré, comme si mon esprit avait été réorganisé de l'intérieur. Les stoïciens parlèrent de vivre en harmonie avec la nature, car elle nous rappelle ce qui compte vraiment. Soudain, les préoccupations du jour, les discussions qui occupaient votre esprit, ou cette décision qui semblait énorme, tout paraît plus petit lorsque vous êtes face à quelque chose de plus grand que vous. Si votre esprit est trop encombré, commencez par la simplicité. Laissez votre téléphone à la maison et partez marcher. Observez le ciel, écoutez le bruit de la rue, sentez l'odeur de la terre après la pluie. Vous n'avez pas besoin d'une forêt lointaine ou d'une plage paradisiaque. La beauté se trouve dans des choses qui sont déjà autour de vous. L'odeur d'un café fraîchement préparé, le bruit de la pluie frappant à la fenêtre, le son rythmé des pas sur le trottoir. Lorsque vous ralentissez pour observer, la vie ralentit avec vous. Et dans cet espace de calme naît la clarté. Sénèque a dit « La vie est assez longue si vous savez comment la vivre ». Et bien vivre commence par s'accorder ces petits moments de présence. Parce que lorsque vous vous connectez avec le simple, vous découvrez que l'essentiel a toujours été là. La pratique d'aujourd'hui est simple. Réservez 5 minutes pour être entièrement présent dans quelque chose que vous aimez, sans hâte, sans téléphone, sans distraction. C'est dans ce silence que la vie parle, et c'est là que la paix vous trouve enfin. Numéro 8. Utilise ton temps comme s'il était de l'or. Si tu as l'impression que les jours passent trop vite, comme si tu étais toujours en train de courir sans avancer, peut-être que le problème n'est pas le manque de temps, mais bien la façon dont tu utilises le temps que tu as. Demande-toi avec honnêteté, où va mon temps? Cette question, si elle est posée vraiment, peut apporter des réponses inconfortables. Combien de temps passes-tu à résoudre des problèmes qui auraient pu être évités avec un peu plus d'organisation? Combien d'heures se perdent à faire défiler le fil d'actualité d'Instagram ou à regarder des vidéos courtes sans même t'en rendre compte? Pense à ta vie comme à un budget. Si tu ne contrôles pas où va l'argent, il disparaît. Et avec le temps, c'est encore pire, car l'argent, tu peux en gagner à nouveau, mais le temps que tu gaspilles aujourd'hui ne reviendra pas demain. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Et il avait raison. Le problème n'est pas le manque d'heures dans la journée, mais l'excès de distraction et de choix automatiques qui aspirent tes meilleures heures sans que tu t'en aperçoives. As-tu déjà remarqué comme tu entres sur ton téléphone juste pour répondre à un message et que 40 minutes se sont envolées? Ou comme une course rapide au supermarché se transforme en expédition d'1 heure parce que tu t'es laissé distraire en chemin? Ces petites fuites de temps paraissent inoffensives, mais additionnées, elles forment un énorme trou dans ta productivité, et pire encore, dans ta vie. La solution commence par la clarté. Fais un audit de ton temps. Passe une journée à observer et noter exactement où tes heures sont dépensées. Depuis le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, jusqu'à combien de temps il te faut pour répondre aux messages ou regarder des séries. Sur le papier, le gaspillage se révèle avec force.
Et voici un test qui peut changer ta manière de vivre. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, demande-toi, si je savais que j'ai seulement 1 mois à vivre, continuerais-je à passer mon temps à faire ça? Si la réponse est non, coupe ou réduis. Beaucoup de gens confondent être occupé avec être productif, mais être occupé, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu dépenses de l'énergie, mais tu restes au même endroit. La productivité, ce n'est pas remplir ta journée de tâches, c'est remplir ta vie avec ce qui compte vraiment. Pratique du jour. Réserve 15 minutes par jour pour revoir comment tu as utilisé ton temps. Élimine ou réduis les activités sans valeur réelle, crée des blocs de temps dédiés à ce qui est important et protège ces blocs comme s'il s'agissait de rendez-vous incontournables. Ton temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Si tu ne le protèges pas, le monde le remplira avec des distractions, de fausses urgences et des choses qui ne t'apportent rien de valeur. Sénèque nous rappelle, ce que nous devons faire, c'est ne pas vivre comme si nous attendions que la vie commence. Le temps, ce n'est pas demain, le temps, c'est maintenant. Et chaque heure que tu utilises en conscience est un pas vers la vie que tu veux vivre. Numéro 9. Dis oui au défi qui va t'amener à un nouveau niveau. Peut-être que tu as commencé l'année plein d'énergie. Tu as fait des plans, fixé des objectifs, ressenti cet enthousiasme initial. Puis la vie est arrivée. Les problèmes sont apparus. La fatigue s'est installée. La surcharge a pris le dessus et quand tu t'en es rendu compte, tout semblait s'effondrer. Mais voici une vérité que les stoïciens répéteraient sans hésiter. L'année n'est pas terminée et tu peux encore en changer la direction dès maintenant. Comme Marc Aurèle l'a écrit, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Tu ne contrôles pas ce qui est déjà passé, mais tu contrôles ce que tu choisiras à partir de maintenant. Et c'est là que commence le défi. Te relever, secouer la poussière et reprendre le rythme. Ce qui compte, ce ne sont pas les faux pas des derniers mois, mais les décisions que tu prends aujourd'hui. Remettre ta vie sur les rails ne se fait pas avec un seul grand changement, mais avec de petites actions quotidiennes, ces choix silencieux qui, accumulés, transforment tout. Quand tu choisis de te lever tôt, de garder le cap, ou d'agir avec gentillesse même quand rien ne semble être en ta faveur, tu renforces quelque chose qu'aucun échec ne peut détruire, ta détermination. Les stoïciens n'attendirent pas les conditions parfaites pour agir. Ils savaient que le bon moment, c'est toujours maintenant. Si tu continues à attendre que la vie te pousse, rien ne changera. Tu dois être l'impulsion, tu dois être le mouvement. Et oui, se relever après une chute demande de la force, mais plus encore, cela demande une décision. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Il faut du courage pour affronter l'inconfort et avancer, même en sachant que ce ne sera pas facile, car la véritable force ne naît pas dans la facilité, elle se forge dans la persistance. Pense à l'huître. Une huître qui n'est jamais blessée ne produit jamais de perles. C'est l'irritation, l'inconfort et le processus de guérison qui transforment un grain de sable en quelque chose de précieux. La vie est ainsi. Les perles que tu portes en toi naissent dans la douleur, mais se polissent dans ta réaction. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Quand tu ressens l'envie d'abandonner, c'est à ce moment que le stoïcisme devient réel. Tu n'agis pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. La pratique d'aujourd'hui est claire. Accepte le défi de l'action. Choisis une chose que tu sais devoir faire, mais que tu repousses, et fais-la aujourd'hui. Peu importe la taille, peu importe si le résultat ne viendra pas demain, ce qui compte, c'est qu'à partir de ce pas, tu te prouves à toi-même que tu es encore aux commandes. Et si ce message t'a touché, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'accepte le défi, parce que la perle ne naît qu'après la douleur et que la vie que tu veux ne naîtra qu'après la décision. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïcien » pour que je sache que tu es resté jusqu'à la fin. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé.